Et ça y est, donc on a laissé notre invité du jour quitter le plateau. Je vous rappelle, donc si vous vous sentez concerné par cet appel qui a été lancé par le Convoi de la Solidarité, que vous avez un véhicule donc qui pourrait éventuellement partir du côté de la frontière de la Pologne pour aller faire des incursions en Ukraine, donner du matériel, vous n'hésitez pas, faites signe sur accueil@tvvendée.fr. Nous transmettrons. D'ici là, si vous nous rejoignez, eh bien bienvenue à vous sur le plateau de la matinale. Aujourd'hui c'est mardi, nous sommes le 28 juin. Et il nous reste donc une petite demi-heure pour faire le point sur l'actu 100% Vendée de ce jour. On commencera dans le journal avec un point sur la sécurité qui est en place autour de nos 5 sites Seveso vendéens. Pourquoi parlons-nous de ce sujet ce matin ? Eh bien parce qu'une alarme incendie s'est déclenchée sur l'un d'entre eux dans la nuit de samedi à dimanche, ce qui a permis de voir comment s'organiser les secours à ce sujet. On va retrouver aussi notre chronique Asso qui nous emmène aujourd'hui du côté de la Châtaigneraie. À Toulin, je propose un service de blanchisserie pour les entreprises, les collectivités ou encore les particuliers. C'est un atelier d'insertion qui a besoin de notre aide à tous pour faire tourner la boutique. Et puis on retrouvera le plus info du jour aussi qui va nous permettre de revenir sur ce sujet des classes spécialisées pour les enfants à haut potentiel. Et donc ça, ce sera juste avant la chronique Asso. Avant de développer tout ça, on va quand même regarder la météo du jour. Vous avez sans doute ouvert les volets, arrivé à cette heure-ci à 8h30. Globalement, vous allez voir que c'est une belle journée qui s'annonce. Une matinée qui va être simplement marquée par quelques passages nuageux, mais qui normalement sont inoffensifs, un petit peu moindres d'ailleurs dans les terres que sur le littoral. Côté température, nous ne devrions pas dépasser les 7-8 degrés du côté de Pouzauges, de la Châtaigneraie justement, 9 au maximum sur le littoral et jusqu'à 13 sur l'île-Dieu et l'île de Noirmoutier. Une petite pensée justement pour notre rédacteur en chef adjoint Aurélien Huard qui part pour une journée de reportage sur l'île-Dieu. Voilà, c'est dit. Cet après-midi, 21 à 22 degrés dans l'ouest du département. Jusqu'à 23 à l'est et toujours ce soleil et un ciel qui devrait se dégager au fil des heures. Côté marée, eh bien la mer est toujours en train de baisser. Vous le voyez, elle va être à son point le plus retiré. Ce sera un petit peu après 11h, vers 11h10. Et logiquement, par conséquent, la prochaine marée haute, ce sera en fin d'après-midi, 17h19. Terminons Antoine avec la carte des marchés. Marché de ce mardi, d'autant que nous sommes le dernier mardi de juin. Vous pouvez aller donc du côté de Brême-sur-Mer, de la Bruffière ou encore de Vendrenne. Mais il y a bien d'autres rendez-vous comme vous pouvez le voir à l'écran. Nous fêtons aujourd'hui les Irénée, qu'ils soient garçons ou filles, mais aussi les Zachary et les Zach. Et dites donc, Elon Musk, vous savez, le fondateur de SpaceX, il fête ses 50 ans aujourd'hui et il est considéré comme l'homme le plus riche du monde. Voilà. Maintenant, on passe au journal. Et c'est donc un dispositif impressionnant qui a été mobilisé dans la nuit de samedi à dimanche du côté de Rive-de-Lyon. L'alarme incendie s'est déclarée sur un des 5 sites Seveso de Vendée, sites sur lesquels sont entreposés des feux d'artifice. Au final, l'alarme s'est déclenchée par erreur, mais ce fut l'occasion de confirmer que les pompiers sont prêts pour ce genre d'intervention sur les sites industriels à risque. Les explications de Simon Philippot. Je suis justement au SDIS de la Vendée aux côtés du lieutenant-colonel Alexis Pacro. Merci à vous de nous répondre. Comment vous avez géré l'alerte qui a eu lieu ce week-end ? Eh bien, à chaque fois qu'on reçoit ce genre d'alerte, évidemment, on engage des moyens. C'est un échelon d'engagement qui va être un peu renforcé par rapport à un établissement classique du fait justement de son classement comme entreprise Seveso. Donc là, tout s'est bien passé. La levée de doute a été faite rapidement et a pu montrer que tout a été géré en interne et on a pu donc se désengager rapidement. Alors on sait que la Vendée n'est pas le département qui concentre le plus de sites classés Seveso, mais il y en a quand même quelques-uns. Combien on en trouve sur le département de la Vendée ? Alors on en compte 5 sur le département. Donc pour chacune de ces entreprises, on les connaît, on fait des manœuvres, on a des établissements répertoriés, c'est-à-dire des plans qui nous permettent de se préparer en cas d'intervention. Donc on connaît ces établissements et on intervient en manœuvre régulièrement. Alors vous intervenez régulièrement pour vous y être entraîné. Je suppose qu'il y a aussi au sein de l'entreprise des moyens qui sont mis en place pour prévenir déjà les risques et éviter qu'il y ait bien sûr un incident malheureux.
Oui, c'est bien ça. À la fois, ce sont des entreprises qui sont très très suivies par l'État, avec des inspecteurs des installations classées qui les suivent précisément. Une réglementation très très précise également et très stricte, qui fixe à la fois des mesures en termes de droit du sol, mais également en termes de gestion des risques. Donc on en parlait tout à l'heure, il y a à la fois les plans de secours préfectoraux qui permettent de se préparer en cas d'une intervention, en cas de crise, mais également nous-mêmes qui développons des documents opérationnels de préparation et d'où l'importance pour nous de les tester sur des manœuvres. Et je précise aussi que la réglementation prévoit à l'entreprise le devoir de se préparer avec un plan d'opération interne. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. La Vendée compte donc 5 sites classés Céveso, dont 2 sont classés à haut risque et 3 à risque plus modéré dans le département. Les stocks de l'hiver prochain se jouent maintenant. C'est en substance le message que 3 énergéticiens français ont voulu faire passer ce week-end dans les colonnes du journal du dimanche. Un appel de la part d'Engie, d'EDF et de Total Energy pour demander aux Français de faire dès à présent très attention à leur consommation d'électricité et de gaz. Un appel à la sobriété collective pour être un peu moins dépendant dans quelques mois de la flambée des prix sur les marchés internationaux. Théa Hartmann est donc allée dans les rues de La Roche-sur-Yon pour voir si vous aviez déjà pris quelques bonnes habitudes en matière d'économie d'énergie. Oui, nous on n'a pas vraiment de solution pour tout ce qui est pour les frigos, tout ça, on est obligé de les laisser tourner. Après, la structure n'a pas été faite pour mettre des panneaux solaires, on s'est déjà renseigné. Donc pour le moment, on n'a pas de solution, mais on cherche en tout cas. Oui, on fera très attention. Avec la guerre, on sait que ça va causer des problèmes. Donc on essaie de faire des économies au niveau de termes de gaz. Au niveau de l'électricité aussi, on essaye de plus éteindre les lumières. Voilà. De toute façon, on est contraint déjà de réduire. On n'attend pas ce genre d'avis. Ça fait déjà des mois qu'on le fait parce qu'on se rend compte que nos factures sont de plus en plus lourdes alors qu'on consomme moins. On a déjà fait plein d'efforts énergétiquement en parlant. L'électricité, ce temps-ci, tout est coupé. Après, tout ce qui est veille pour la télévision, veille pour la box. Je coupe au quotidien en fait. Et quand je m'en sers, je rallume. C'est une inauguration qui peut paraître anodine alors qu'il n'en est rien, vous allez voir. Auchet-sur-Vendée vient de présenter son nouveau pont, un franchissement de la rivière Vendée, qui permet de relier directement Chais et Auzay, 2 anciennes communes qui ne font plus qu'une depuis 2017. Le projet remontait aux années 1990. Avant d'arriver à ce double pont, le trafic était, compliqué, dans la mesure où, que ce soit en largeur ou en tonnage, on était très limité. Donc les camions ne pouvaient pas passer, les engins agricoles avaient des difficultés et ça a entraîné parfois des contournements relativement loin, puisqu'il faut aller jusqu'à Fontenay-le-Comte ou jusqu'à Velluire pour pouvoir passer sans emprunter ce pont-là. Ça fait c'est à 5 km, 5-6 km, donc ça faisait un quart d'heure, 20 minutes de plus pour faire le même trajet. Et pour la petite histoire, l'ancien pont qu'on voit juste à côté, un pont de type Eiffel, est en service depuis 1883 et il servira maintenant aux piétons et aux vélos. Quel visage pour La Roche-sur-Yon demain? La municipalité en a présenté les grandes lignes hier. Nouvel hôtel de ville, rénovation de l'église Saint-Louis ou encore construction du carré Napoléon le long de la place du même nom pour uniformiser tous ces chantiers qui vont se chevaucher. La Roche-sur-Yon a créé un label Ma ville demain. Le projet phare de cette opération d'aménagement, c'est d'abord l'hôtel de ville et d'agglomération qui va permettre aux 100 000 Aglo-Lyonnais d'avoir un lieu dont ils vont pouvoir profiter, qu'ils vont pouvoir s'approprier et qui va être le cœur de notre agglomération. Chaque année, nous recevions entre 1200 et 1500 personnes sur l'agglomération. L'effet Covid va plutôt nous amener vers 2000 personnes par an. Ce qui fait que nous allons devoir densifier la ville, densifier le cœur de ville. Pour ça, il y a aussi besoin d'infrastructures. L'hôtel de ville et d'agglomération va s'inscrire pleinement dans ce nouvel état d'esprit.
Et la prochaine date à retenir, ce sera le 17 septembre, puisque la bâche qui recouvre actuellement l'ancien hôtel de ville de La Roche-sur-Yon va être déposée pour laisser place aux chantiers. Des commerces ainsi que des services publics devraient ensuite être installés dans les bâtiments. Quelques images des portes ouvertes des Restos du Cœur. C'était une première, c'était samedi, un petit peu partout en Vendée, à l'occasion d'aller à la rencontre des bénévoles de l'association lancée par Coluche en 85, de découvrir tous les services et les accompagnements qu'elle propose. Image ici de l'antenne de Fontenay-le-Comte, mais 7 autres centres d'activité départementaux y participaient aussi, tout comme 3 chantiers d'insertion. On n'est pas aussi uniquement une mission d'aide, matérielle, il y a aussi une aide morale. C'est-à-dire qu'il faut un peu les sortir de cette difficulté passagère, parce que c'est ça qu'on leur met le pied à l'étrier pour qu'ils repartent. Donc il faut leur apporter aussi une aide morale, j'entendais par la culture, on fait le cinéma, des coins de cuisine pour apprendre, pour pouvoir cuisiner, parce que nous avons aussi des ressortissants qui sont étrangers. Donc nous on apporte nos produits français et souvent ils sont perdus, ils n'en veulent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Mais alors nous, le but c'est de leur apprendre à cuisiner les produits qu'on propose. Et le premier Resto du Cœur vendéen remonte à janvier 1992. C'était alors une première installation à Chaland. On va terminer par une découverte. C'est celle d'un sport qui est né au Mexique dans les années 70, mais qui est encore trop peu connu en Vendée. Le padel est un sport de raquette qui se joue en équipe. Plus simple a priori que le tennis et qui compte bien sur la saison estivale conquérir un nouveau public. Aurélien Huard. Entre le tennis et le squash, le padel se pratique en double sur un terrain de 10 mètres de large et 20 mètres de long avec des parois vitrées et grillagées avec lesquelles on peut jouer. Les raquettes sont épaisses et pleines avec de la mousse à l'intérieur. La balle, elle, est proche de celle utilisée au tennis. L'échange, il se déroule comme au tennis, c'est-à-dire que la balle doit passer par-dessus le filet, rebondir une fois dans le terrain adverse. Après, elle peut toucher soit une grille, soit une vitre et être envoyée par l'équipe adverse. Le principe pour marquer le point, soit on réussit à faire rebondir la balle dans le terrain adverse et la balle sort du court, ou elle double de rebond, ou alors il y a une faute commise par l'adversaire de rebond où la balle est mise dans le filet. 3 structures de padel existent aujourd'hui en Vendée, aux Essarts, à Noirmoutier et à Saint-Jean-de-Mont, où 2 terrains ont été installés en 2020. Un nouveau sport qui a d'abord attiré les joueurs et les joueuses de tennis avant de séduire des sportifs en tout genre. Le plaisir est au rendez-vous avec des échanges assez longs car la balle ne sort pas du terrain et c'est un sport de raquette plus accessible que le tennis. Déjà, l'espace est plus petit, la raquette est proche de la main et surtout, il n'y a pas le service. Donc le service, c'est vraiment une difficulté pour les jeunes et les moins jeunes au tennis. Là, on engage en dessous la hanche. Finalement, on peut faire des échanges dès le premier jour au padel, alors qu'au tennis, c'est plus difficile quand même. Ici, les gens prennent le pli, ils sont encore en phase de découverte un petit peu. On est une 60aine d'adhérents au club et voilà, avec les tournois sont remplis, donc c'est plutôt une bonne affaire pour le club. La région compte aujourd'hui 900 compétiteurs et compétitrices et certainement beaucoup plus de pratiquants en loisirs. Un sport qui séduit mais qui se développe assez lentement. La raison numéro 1, ce sont les installations. C'est-à-dire que reste une installation qui a un coût, notamment pour les collectivités. Donc il faut pouvoir le financer. Aujourd'hui, on a un programme notamment de l'État par l'Agence nationale du sport sur les 5000 équipements de proximité qui doivent permettre quasiment de doubler d'ici l'horizon 2024 les installations de padel en France. Donc ça devrait permettre d'avoir un peu plus de structure dans la région et notamment en Vendée. Le club de Saint-Jean-de-Mont propose différents événements pour promouvoir la discipline et notamment des animations découvertes chaque vendredi soir. L'été et les vacances devraient être des moments propices pour tester le padel. Alors, fait-il un temps justement à découvrir le padel? C'est ce qu'on va voir dans un instant avec les prévisions météo de ce mardi 28 juin. Bulletin toute image pour faire le tour des températures qui sont prévues aujourd'hui en Vendée. Regardez.
Et à 9h moins le quart sur le plateau de la matinale, nous allons maintenant prendre le temps de redécouvrir cette classe peu commune dont nous parlions il y a quelques jours dans le journal. Une classe qui est réservée aux élèves dits à haut potentiel, qui a été imaginée dans un collège de Challans à l'initiative des enseignants. Regardez. Souvent, l'image qu'on a, c'est un élève qui est bon ou qui a des très bons résultats, etc. Mais ça va, enfin, c'est pas ça. En fait, c'est des élèves qui ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions. Tout ça tourne beaucoup autour de l'émotion, en fait. Gestion de l'émotion, le rapport aux autres, qui peut être parfois compliqué. Alors on en a qui trouvent bien leur place, où il n'y a pas de souci, et heureusement, et c'est chouette. Et puis d'autres qui peuvent se retrouver isolés parce que un fonctionnement différent et pas comprendre pourquoi. Et certains ont été sujets au harcèlement aussi, donc c'est hyper important pour nous de les reconstruire, de leur dire qu'ils ne sont pas moins bien ni mieux que quelqu'un d'autre, mais de les accompagner dans tout ça pour être bien dans leur basket. Il n'y a pas beaucoup de structures pour les enfants au potentiel. Donc on a été 25 à se dire allez, on se lance dans l'aventure, on va se former sans trop savoir où on allait au départ. Et donc on s'est formé pendant plusieurs années, on a créé notre cursus à notre image et par rapport à ce qu'on veut faire pour les enfants. On est sur le côté cerveau qui bouillonne, qui a besoin d'activité, qui peut s'ennuyer très vite. Donc pour ça, on leur propose par exemple d'avoir un cours d'échecs toutes les semaines, qu'il n'y a pas dans les autres classes. Ils ont aussi 2 heures tous les 15 jours d'ateliers libres où ils font tous les projets qu'ils veulent. C'est eux qui nous disent on veut faire tel projet et nous on les accompagne. Et puis on travaille aussi sur tout le côté compétences psychosociales. Donc on est accompagné par une sophrologue aussi pour travailler sur les émotions, sur la confiance en soi, parce que c'est pas toujours évident. C'est vrai qu'on en entend, il y a une série télé aussi qui est sortie. Donc, alors après, je pense pas que ce soit le truc à la mode parce que quand on est parent d'enfants au potentiel au quotidien, on sait que on est loin du cliché du petit génie qui réussit tout, qui est parfait. Non. Au quotidien, c'est quelque chose de bien plus compliqué à vivre. Et c'est compliqué d'avoir un enfant hypersensible, c'est compliqué d'avoir un enfant qui s'ennuie. Et on a besoin d'accompagner les enfants, d'accompagner les familles. Et de toute façon, il y a des bilans qui sont faits de manière officielle chez des psychologues. Donc c'est pas une mode, mais c'est vraiment un besoin pour ces enfants qui ont été oubliés un peu ces dernières années. En fait, cette classe-là, elle est valable en 5e et en 4e. Et ensuite, en 3e, le cursus continue, c'est-à-dire l'accompagnement continue, mais ils ne seront pas dans une même classe, en fait. Par la suite, il n'y aura pas forcément cette classe-là. Donc, on a besoin aussi d'avoir un certain temps pour pouvoir se dire, maintenant, je suis prêt aussi à aller en dehors de cette classe EHP, à être dans la société, avec les autres. Et pour terminer le dossier, j'ajoute qu'en Vendée, il y a 3 établissements qui proposent ce cursus qui est adapté aux enfants à haut potentiel. Challans, donc, dont on vient voir l'exemple, mais également à La Roche-sur-Yon et à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Mais attention, la liste d'attente est très longue un petit peu partout. On va passer à la chronique asso. Et pour cette dernière de la saison, nous allons prendre la direction de la Châtaigneraie. Atoulinge va clore donc ce premier coup de pouce aux assos. Les salariés font tourner la boutique, mais ils ont besoin de bénévoles pour s'occuper du bureau et pour partager de nouvelles expériences. Regardez le reportage d'Alexandre Debray. Vous reconnaissez peut-être les locaux d'Atoulinge, c'est du côté de la Châtaigneraie. Et nous allons en parler avec Yves. Bonjour. Bonjour. Alors notre mission essentielle, c'est l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Nous avons donc pour cela 3 supports. Un support ici actuellement que vous visitez, c'est la blanchisserie. Donc sur ces 3 supports, nous avons jusqu'à 80 personnes à l'année qui viennent et qui sont suivies par 11 permanents. Donc en fait, nous sommes une véritable entreprise sociale apprenante. Entreprise parce que nous avons un chiffre d'affaires à réaliser. Sociale parce que nous avons des permanents qui suivent individuellement chaque personne pour mener à bien leur projet professionnel et social. Et puis apprenante parce que nous sommes aussi, nous avons derrière nous
une mission de formation. Nous allons jusqu'à former des personnes au CQP. Et donc, vous cherchez aussi des bénévoles, et pour ce faire, je vais me tourner vers Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour, nous sommes 11 administrateurs qui gérons, prenons les décisions en termes de budget, en termes d'orientation sur les différentes activités que nous avons. Alors les administrateurs sont très différents les uns des autres et on profite de cette différence pour repérer toutes les compétences différentes et au service de nos ateliers. Alors pour certains qui ont eu une expérience professionnels dans le passé dans des entreprises ou dans l'industrie, ils peuvent apporter des compétences au personnel permanent chargé d'accompagner les salariés en insertion. Alors la chose qui peut attirer un bénévole, c'est donner du sens à un engagement. On est ici en tant que bénévole pour rendre service, aider une population qui est un petit peu à la peine, et donc ça se fait d'une manière très discrète en fait, parce qu'on accompagne indirectement. On est administrateur d'une entreprise qui a cette mission d'aider ces personnes qui sont loin de l'emploi, qui ont été écartées pour des raisons X ou Y. Et donc c'est ce qui peut motiver, donner du sens à un engagement personnel. Atoulinge, que vous pouvez notamment retrouver et donc contacter sur Facebook avec sa page et qui est donc installée à La Châtaigneraie. On va ouvrir le programme télé maintenant. Et qui dit mardi, dit backstage. David Devinet reçoit aujourd'hui un artiste qu'on ne présente plus vraiment en Vendée. C'est Yannick Jolin, le natif d'Aubigny, vient parler de son nouvel album Dans les Arentelles. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le parlange pour celles et ceux qui ne connaissent pas ? La plupart des auditeurs disons le patois. Voilà. Mais comme le patois est très dévalorisant, on appelle patois partout dans le monde des langues qu'on considère comme vulgaires, pas abouties. Chez nous, l'habitude, c'était de dire le patois, c'est du français déformé, du français écorché, du mauvais français. Et donc, l'idée de la modernité a fait qu'on a viré, en Vendée particulièrement, le patois pour être moderne. Cette langue maternelle, parce que c'est ta langue maternelle. C'est absolument ma langue maternelle. Et tu l'as exploitée dans beaucoup de spectacles. Cette langue, avec notamment ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour. Oui, parce que à force de faire de spectacles où il y a tout le temps mis un peu de patois dans tous mes spectacles, qui ont tourné dans toute la francophonie. Donc ça veut dire que moi, les gens d'ici ont toujours été surpris de dire « Ah bon, puis tu parles de même quand tu t'en vas ailleurs ?» Oui, et au contraire, les gens, ça réveille leur propre singularité. Et il n'y a que les gens d'ici qui sont persuadés que leur culture n'a pas de valeur. Et donc, moi, j'ai emmené ma langue partout. Mais à un moment donné, il y en avait marre d'être obligé de me justifier. C'est-à-dire qu'à la sortie d'un spectacle, il y avait une dame qui m'avait dit comme ça « Mais Yannick, tu vas bien passer à autre chose. Tu ne vas pas rester avec ce patois accroché à tes épaules pendant toute ta carrière, avec le talent que tu as. » C'est-à-dire signifiant que pour devenir un vrai artiste, il fallait que je parle que français. Et je me suis pas mal posé de questions là-dessus et j'ai voulu faire un spectacle sur la langue pour parler des enjeux de la langue, c'est-à-dire les enjeux de domination, les enjeux de lien aux émotions profondes. Une langue maternelle, c'est la langue qui nous relie à nos émotions les plus intimes, les plus profondes, les plus puissantes. Et moi, je vois bien, le français est ma langue de tête, de raison, de mental, et le patois est ma langue de ventre, de la dorne, aux entrailles, quoi. Et Backstage, c'est à retrouver en intégralité aujourd'hui, notamment à 19h50, ainsi qu'à la demande sur notre chaîne YouTube ou sur notre chaîne tout court d'ailleurs. On va passer au jeu maintenant de la matinale. La question, elle concerne la Vendée Arctique. Qui a remporté la 2e édition de la Vendée Arctique la semaine dernière ? Vous avez jusqu'à vendredi pour nous envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Indice du jour, celle qu'on surnomme la Porte Océane est sa ville natale. On cherche donc un skipper, évidemment, qui a remporté donc la semaine dernière la Vendée Arctique. Une édition qui a été écourtée, si vous vous souvenez bien, à cause de la météo. À la clé, 3 gagnants cette semaine, 2 qui repartiront avec 2 entrées adultes chacun pour le parc de Pierrebrune à Mervan et un 3e qui gagnera une place pour le festival Nuit Menteuse à La Roche-sur-Yon.
C'est la fin de cette matinale de mardi. Merci à vous d'avoir été encore au rendez-vous. On se retrouve demain dès 7h en direct pour passer de nouveau 2 heures ensemble dans la bonne humeur. D'ici là, très bonne journée à vous tous sous le soleil, normalement, le soleil vendéen avec très peu de nuages. Et puis, soyez à l'heure, demain. Alors, rendez-vous à 7h. À demain!